Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. 1940 à 1943, 4 années incroyables. Il ne s'agit que d'une chronologie sélective, se rapportant le plus possible au camp d'internement des soldats juifs en Algérie. Nous avons choisi de préciser ici certains aspects institutionnels de ces camps de travailleurs. 1938, en Algérie, les leaders d'extrême droite réclament l'abrogation du décret Crémieux. Mai 1938, création à Oran d'un comité de vigilance pour la défense des intérêts moraux de la communauté israélite. 23 août 1940, création de la Légion française des combattants. 27 août 1940, abrogation du décret Marchandeau du 21 mars 1939 qui interdisait toute incitation à la haine raciale ou religieuse. 31 juillet 1940, création des chantiers de jeunesse. 6 septembre 1940, le général Hunsiger est nommé secrétaire d'État à la guerre. Sous différents gouvernements, le général Hunsiger occupa sensiblement les mêmes fonctions jusqu'à sa mort le 12 novembre 1941. 6 septembre 1940, le général Maxime Weygand est nommé délégué général du gouvernement en Afrique française. 8 octobre 1940, loi du 7 octobre 1940, publication au journal officiel de cette loi abrogeant le décret Crémieux. Premier texte d'inspiration antisémite pris par le régime de Vichy. 18 octobre 1940, publication de la loi du 3 octobre 1940 portant statut des Juifs. 18 octobre 1940, extension des chantiers de jeunesse à la FN. 24 octobre 1940, par arrêté du, le haut commandement militaire interdit aux Juifs de s'engager comme simples soldats. 29 octobre 1940, publication au journal officiel de l'Algérie du statut des Juifs du 3 octobre 1940 et son application dans toute sa rigueur. 10 novembre 1940, le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Pikwendar, est pour le maintien des soldats juifs sous les drapeaux. Malgré l'abrogation du décret Crémieux, Pikwendar occupa ses fonctions jusqu'à l'été 1942. 17 novembre 1940, loi du transfert à l'administration civile, ministère de l'Intérieur et préfet, de la direction des camps jusque-là confiée au ministère de la Défense. Ce transfert pourrait s'expliquer par le contrôle des effectifs de l'armée d'armistice par la Commission italienne. 28 février 1941, dans un courrier adressé par Hunsiger, ministre de la Guerre et signataire des accords d'armistice à Weygand, délégué du Malpétin en AFN, la défaite incombe aux soldats juifs. 27 mars 1941, Vichy, note 5002 IMA, création des unités de travailleurs juifs. Circulaire Pikwendar. Pikwendar, chef d'état-major de l'armée de terre. 27 mars 1941, Vichy, note 5001 IEMA, les soldats juifs français algériens, fils d'anciens combattants victimes de la guerre ou pupilles de la nation, doivent être mutés dans l'armée d'armistice en métropole, une trentaine de soldats. Circulaire Pikwendar. 28 mars 1941. L'activité de la délégation italienne se borne à des contrôles rares et peu sérieux. Levis Touzé, page 94. Avril 1941. Les premiers soldats juifs arrivent à Bedeau. 2 juin 1941, loi du nouveau statut du juif. Définition de celui-ci. 2 juin 1941. Recensement des Juifs en métropole et dans des conditions particulières, en Algérie. 2 juin 1941, et loi du 3 octobre 1940, exclusion des Juifs de l'armée en tant qu'officiers et sous-officiers. 13 août 1941. Il est interdit aux Juifs de posséder un poste de radio. 14 août 1941, arrêté pris par le gouverneur général Weygand, création auprès du gouvernement général d'un service spécial pour le règlement de la question juive. Cela se justifie par le fait d'une situation ethnique, politique et économique propre de l'Algérie. 11 octobre 1941, lettre de Xavier Vallat au général Hunsiger, l'armée unilatéralement avait été au-delà de la loi sur les questions juives. Novembre 1941, après le rappel du général Weygand, Yves Châtel lui succède au gouvernement général de l'Algérie. Pour autant, la politique de Vichy se poursuit.
Yves Chatel fut le terrible interlocuteur du grand rabbin d'Algérie, Maurice Eisenbess. 2 juin 1941. Recensement des Juifs en métropole et dans des conditions particulières, en algérien. 2 juin 1941. Et loi du 3 octobre 1940, exclusion des Juifs de l'armée en tant qu'officiers et sous-officiers. 13 août 1941. Il est interdit aux Juifs de posséder un poste de radio. 14 août 1941. Arrêté pris par le gouverneur général Weygand. Création auprès du gouvernement général d'un service spécial pour le règlement de la question juive. Cela se justifie par le fait d'une situation ethnique, politique et économique propre de l'Algérie. 11 octobre 1941. Lettre de Xavier Vallat au général Hunziger. L'armée unilatéralement avait été au-delà de la loi sur les questions juives. Novembre 1941. Après le rappel du général Weygand, Yves Chatel lui succède au gouvernement général de l'Algérie. Pour autant, la politique de Vichy se poursuit. Yves Chatel fut le terrible interlocuteur du grand rabbin d'Algérie, Maurice Eisenbess. 26 décembre 1941. Courrier du général Kotz, chef d'état-major de la 19e région militaire l'Algérie, qui précise l'organisation des camps d'internement de Bedeau et de Tellergma. Arrivée de nouvelles recrues dans ces camps. 31 décembre 1941. Loi du. Le gouvernement de Vichy contrôle l'enseignement juif en Algérie. Un décret du gouverneur suivra le 6 juin 1942. 12 janvier 1942. Instruction du qui institue le service d'ordre légionnaire, émanation de la Légion française des combattants. Le sol. La force la plus sûre et la plus simple dont dispose la Légion pour la parfaite et rapide exécution des ordres du maréchal et de son gouvernement sur le plan de la politique intérieure. 4 février 1942. Note de service émanant de l'état-major de la 19e région militaire, les GTI passent sous le contrôle civil, direction de l'économie algérienne, sous direction du travail et de la main-d'œuvre. Les attributs militaires sont retirés aux soldats juifs. 18 février 1942, loi du statut des Juifs indigènes d'Algérie. 23 février 1942, création du service d'ordre légionnaire. Mars 1942, les civils remplacent les militaires dans l'administration et le commandement des camps d'internement pour soldats juifs. 27 mars 1942, décret du. Les groupements de travailleurs israélites deviennent des groupements de travailleurs algériens. 29 mai 1942. Le port de l'Étoile jaune est institué en zone occupée sur le territoire de la métropole. 15 juillet 1942. Expulsion des Juifs des chantiers de jeunesse. 19 octobre 1942. Un décret est publié, prévoyant de radier les Juifs d'Algérie des listes électorales. 8 novembre 1942. Débarquement anglo-américain en AFN. Momentanément, cela ne change pas grand-chose au sort des Juifs dans les camps, au contraire. 15 novembre 1942, à partir du le Psychological Warfare Branch de l'armée américaine installée à Alger est de plus en plus critique vis-à-vis du régime de Vichy. 15 novembre 1942. Le général Giraud, dans une note secrète, confirme l'affectation des Juifs dans des unités de travail. 19 novembre 1942. Début de la campagne de Tunisie. 24 novembre 1942. Mobilisation des classes 1936 et 1939. 25 novembre 1942. Les groupements de travailleurs algériens deviennent des camps de travailleurs. 27 novembre 1942. Démobilisation de l'armée d'armistice. 28 novembre 1942. Pour les soldats juifs internés, les tenues noires sont remplacées par des tenues militaires. 30 novembre 1942. Le général Giraud fait arrêter et interner les principaux acteurs de l'aide apportée au débarquement américain, Henri et José Aboulker et leurs compagnons d'armes. Décembre 1942. Rappel à Bedeau des soldats juifs des classes 1933 à 1943. Plusieurs milliers. 1er décembre 1942. Les camps de travailleurs laissent la place aux bataillons de pionniers israélites. Décembre 1942. Notes du 2 et du 9. Ces notes précisent l'emploi de personnel militaire de réserve dans l'administration des camps.
On évoque le transfert de ces soldats juifs dans des unités combattantes. 9 décembre 1942. Circulaire numéro 212 MGP-CAB. Les Juifs de l'armée d'active ne pourront réintégrer leur situation antérieure qu'à certaines conditions. 14 janvier 1943. Rencontre de Gaulle et Giraud à Anfa, au Maroc. Échec. Et la perspective de l'abrogation du statut des Juifs s'éloigne à nouveau. 19 janvier 1943. Marcel Pérouton, haut fonctionnaire fidèle au régime de Vichy, devient le nouveau gouverneur général de l'Algérie, succédant à Yves Chatel. 23 janvier 1943, le général Leclerc entre à Tripoli. 30 janvier 1943, circulaire Priou, numéro 40 CMGP-CAB, reprenant les aspects des notes précédentes en les précisant, les Juifs du département d'Oran se verront à nouveau incorporés à Bedeau. Service dans les unités combattantes sur la base du volontariat, facilité pour intégrer la coloniale, décision particulière et individuelle pour rejoindre le corps franc d'Afrique. Mais surtout le contenu du paragraphe 2 évoquant la nécessité de la création de ces unités spéciales de pionniers, afin de ne pas engager l'avenir sur la question du statut qui sera donné après la guerre. Au Maroc, dans les services de santé de l'armée, le pourcentage des Juifs ne devait pas excéder les 3%. Début 1943, une campagne de presse dénonce aux USA la situation des Juifs dans les camps d'internement algériens. 11 février 1943, dissolution du sol. 16 février 1943, l'aumônier juif de Bedeau rencontre le général Boisseau, commandant de la subdivision d'Oran. Celui-ci déclare : les Juifs ne sont pas de bons combattants et le volontariat juif pour la zone des combats n'est pas de mon ressort. 20 février 1943, Leclerc et la Forcelle entrent en Tunisie. 23 février 1943, le CNF adresse à Giraud un mémorandum établissant les bases du futur accord entre la France combattante et le pouvoir d'Alger. 6 mars 1943, la dépêche algérienne publie en première page : la France n'a pas de préjugés racistes. Le commandant en chef, Giraud, donne l'ordre que toute femme capable de servir soit engagée, sans qu'il soit question de race et de religion. 8 mars 1943, la dépêche algérienne annonce : les décrets de Vichy concernant les Juifs n'ont pas cours à Alger. 14 mars 1943, le fameux discours de Giraud et les ordonnances qui s'ensuivirent. Mars 1943, convocation des soldats juifs à Bedeau par voie de presse, à la suite de la note 110 MGP NOP du 15 mars 1943. 18 mars 1943, décret du deuxième abrogation du décret Crémieux dû à Giraud. 12 avril 1943, jonction entre les deux armées françaises. 28 avril 1943, ordonnance signée par Giraud, fermeture officielle des camps d'internement en Algérie. 7 mai 1943, libération de Tunis. 15 mai 1943, Alger, note 1588 MGP-CAB, abolition de toute disposition faisant apparaître la qualité de juif dans le recrutement, l'avancement aux différents grades, classes ou échelons, les affectations ou mutations des personnels civils et militaires. Note signée conjointement par Giraud et Priou. 19 mai 1943, note MGP-CAB, confirmation de la précédente. Entre avril et juillet 1943, dissolution des bataillons de pionniers israélites. 1er juin 1943, De Gaulle dans une conférence de presse présente les caractères du nouveau pouvoir central français. Giraud lui reproche de vouloir instituer en France un système politique totalitaire, copié sur le nazisme, appuyé sur des SS. Juillet 1943, le général Giraud, sur le sol américain, continue de défendre un certain nombre de thèmes fondateurs de la Révolution nationale. 6 septembre 1943, arrivée du général de Lattre de Tassigny à Alger. 12 septembre 1943, De Gaulle rappelle à Oran la contribution de sang, de larmes et de misère que notre pays sait déjà avoir fournie dans cette guerre à la cause des nations libres. 21 octobre 1943, communiqué du CFLN, rétablissement discret du décret Crémieux. Deuxième partie. L'ultravichisme en Algérie. Le régime de Vichy, l'armistice consommé, n'a cessé de gagner tous les territoires de l'Empire. En particulier ceux de l'Afrique du Nord,
de l'Afrique noire ou ceux des lointaines Antilles. Le régime de Vichy, le maréchalisme, le pétainisme semblaient se charger au-dessus de la Méditerranée d'une salinité hors norme. Comme si l'idéologie de la Révolution nationale n'avait su trouver en métropole sa terre d'élection. Sur cette terre d'Algérie comme en métropole, les idées de la Révolution nationale sont diffusées en temps réel. Pire encore, le régime de Vichy en Algérie ne se contentait pas, seulement, d'appliquer les décisions gouvernementales ou de donner corps aux idées ou pensées du maréchal Pétain. Souvent, les premières étaient appliquées avec une rigueur inconnue en métropole tandis que les secondes étaient admirées en des termes divins. Souvent le régime de Vichy en Algérie, plus qu'au Maroc et en Tunisie, exagérait, accentuait, élargissait la portée de ses décisions. Parfois, les décisions prises à Alger donnaient matière à réflexion, à suivre, à poursuivre aux gens de Vichy. Parfois, les décisions prises à Alger devenaient celles du gouvernement à Vichy. Comme si la révolution nationale en franchissant la Méditerranée avait été dopée, boostée. Ce fut sous le proconsulat de Maxime Weygand et avec Maxime Weygand que l'Algérie fut repeinte aux couleurs de la Révolution nationale. Entre septembre 1940 et novembre 1941, Maxime Weygand, le délégué général du gouvernement en Afrique française, déploya une formidable énergie. Il avait alors 73 ans et voyageait beaucoup, pour que la pensée du maréchal Pétain puisse s'épanouir sur le sol algérien. Avant de s'installer à Alger, le général Maxime Weygand avait-il pu lire le mémorandum que le général Giraud adressait au maréchal Pétain ? En juillet 1940, depuis son camp de prisonniers, le général Giraud, dont il sera beaucoup question plus avant dans notre travail, détaillait les causes sociales de la défaite. Déclin de la natalité, insuffisance du développement physique et moral de la jeunesse, les congés payés, l'absence de vertu chrétienne, le manque de travail de la nation, l'apparition des loisirs et de la paresse. Pour le général Giraud, les responsables de cette décadence ne pouvaient être que la bourgeoisie franc-maçonne, les syndicalistes convaincus, les rêveurs bolcheviques. Et par-dessus tout, les hommes politiques du Front populaire 3. Comme en écho aux écrits du général Giraud, Maxime Weygand reprenait dans ses discours ou ses harangues nombreux, les mêmes propos voire les mêmes termes. Le 26 janvier 1941, Maxime Weygand s'adressait aux officiers de la garnison d'Alger et dénonçait les juifs et les francs-maçons. Ce sont ceux qui appartiennent à une religion ou une secte que la Révolution nationale a désormais écartés du pouvoir parce qu'ils ont été les fauteurs principaux de la décadence française et des événements survenus en France. 13. Si Giraud n'avait pas mis en cause les Juifs en juillet 1940, Weygand, lui, s'était attaché à les dénoncer et à les écarter de toute forme de vie citoyenne, sociale, politique, économique, militaire. Faut-il rappeler ici que la première mesure antisémite de Vichy fut l'abrogation du décret Crémieux qui faisait des Juifs algériens des citoyens français. C'était le 8 octobre 1940. Il y avait tout juste un mois que Weygand s'était installé à Alger. Au printemps et à l'été 1941 en Algérie, les penseurs et les idéologues de la Révolution nationale n'ont cessé d'en promouvoir en public les thèmes essentiels. Qu'il s'agisse de la régénération de la société ou de son corollaire, la mise en place des logiques d'exclusion. Plus praticiens que théoriciens, ils ont su adapter les fondements de la Révolution nationale à la réalité algérienne. Au printemps 1941, René Gilloin déclarait en public que le nouvel État se devait de bannir de son sein et de dépouiller de toute influence dirigeante les individus et les groupes qui pour des raisons de race ou de conviction, ne pouvaient ou ne voulaient souscrire au primat de la patrie française. Au premier rang desquels, René Gilloin mettait les Juifs. Qui se souciait de rappeler en ce printemps 1941 la participation exemplaire de ces soldats juifs français, nés sur le sol algérien, au combat entre septembre 1939 et l'armistice. Encore moins de leurs pères partis combattre et souvent mourir sous les drapeaux de l'armée d'Orient quelque part dans les Balkans. C'était entre 1915 et 1917. L'heure n'était pas à cela pour le général Weygand, ce brillant stratège de la Première Guerre mondiale n'ayant pas subi le baptême du feu. Maxime Weygand voulait qu'un vent révolutionnaire puisse souffler sur l'Algérie. Un vent qui selon lui avait du mal à s'établir en métropole,
et a fortiori à traverser la Méditerranée. En ce printemps 1941, Maxime Weygand était impatient d'appliquer le contenu des magnifiques tables de la loi dictées par le maréchal, dixit Weygand, qui jusque-là n'ont guère été mises en pratique. Qu'à cela ne tienne. Exaspéré par tant de lenteur à inscrire dans les faits les commandements divins du maréchal, le gouverneur général était intervenu jusque dans les rangs du scoutisme. Dans un écrit daté de juillet 1941 et adressé à l'un des responsables du mouvement scout, Maxime Weygand justifiait en ces termes l'abrogation du décret Crémieux et sa politique antisémite. Si sauvage que ce soit, il faut donc lâcher du lest en la matière et reprendre aux Juifs ce qui, accordé à leur père, les a élevés au-dessus de la masse indigène. Privés de leur statut personnel par l'abolition de la loi mosaïque consécutive au décret Crémieux, les Juifs en Algérie se retrouvaient désormais soumis à un statut plus restrictif que celui des musulmans. Ces derniers continuaient à être régis par la loi coranique. Par la suite, à l'égard des Juifs, l'histoire de Vichy en Algérie ne fit que confirmer à chaque instant les propos, l'attitude et surtout les actes de Weygand. Il est difficile de dire si le régime de Vichy a trouvé pleinement sur le sol algérien sa terre d'élection. Mais il est sûr qu'il y a eu convergence entre les thèmes de la Révolution nationale, les mesures d'exclusion prononcées et appliquées avec les attentes et les rancœurs d'un certain nombre de défenseurs de la société coloniale. Beaucoup de colons se réjouissaient de ces mesures qui frappaient, selon eux, des partisans du Front populaire, des républicains endurcis et quelquefois des concurrents. Ajoutons ici que l'antisémitisme en Algérie et en Oranie en particulier n'a cessé d'être une donnée fort présente de son histoire contemporaine. Nous songeons aux crises antisémites des années 1897 à 1905, à celles des années du Front populaire, à celles des années 1938. Ainsi cet antisémitisme algérien au long cours et aux crises fulgurantes allait rencontrer le projet vichiste durant les années 1940 à 1943, voire un peu au-delà. Évoquer le long terme du projet vichiste quant au destin des Juifs et en particulier des Juifs d'Algérie n'était pas une vue de l'esprit, au contraire. Cela s'est trouvé amplement vérifié au travers de la pérennité des attitudes des fonctionnaires de la haute administration. Souvent des universitaires, des préfets, des directeurs d'administration centrale jusqu'aux gouverneurs généraux ou des officiers supérieurs et généraux furent les zélés serviteurs du maréchal Pétain, l'homme providentiel. Maxime Weygand, en quittant Alger, laissait en lieu et place ses anciens collaborateurs qui allaient très fidèlement continuer sa politique. Parmi eux, Yves Châtel, son gouverneur adjoint qui lui succéda. L'amiral Darlan. Le général Giraud. Marcel Pérouton, étonnant revenant, dans le courant du printemps 1943 à la tête du gouvernement général de l'Algérie. Les généraux Piquendar, Cotz, Priou et Bergeret pour n'en citer que quelques-uns. Tous n'ont cessé de développer et de durcir le projet anti-juif de Vichy. Alors peut-être est-il plus facile de comprendre comment la création de ces unités de travailleurs juifs en mars 1941 passa presque inaperçue, ou dans une certaine indifférence. De comprendre comment Vichy put transformer des soldats français de confession juive en des parias sur leur sol natal, ce qui fut le cas des Corbeaux de Bedeau. Le débarquement anglo-américain du 8 novembre 1942 allait soulever chez les populations opprimées d'immenses espoirs de libération, vite déçus. Mais il eut le grand mérite de stopper ce fameux projet de mise à l'écart définitive des Juifs de la société. Nous faisons allusion à l'étape ultime, la transformation des camps d'internement pour soldats juifs en camps de concentration et la déportation massive des Juifs d'Algérie. En attendant, la logique interne implacable du projet anti-juif de Vichy se durcissait tout en revêtant des habits en apparence acceptables, d'autant qu'en de rares occasions ce projet apparaissait comme une tâche morale. La confusion et l'ambiguïté volontairement ou pas distillées présidaient à la rédaction des documents, des notes de service, des circulaires. Le vocabulaire choisi était lui aussi source de confusion. Ces mêmes notes ou circulaires étaient épurées lorsqu'elles devaient être communiquées à la presse écrite ou à la radio. Bref, il y eut le discours officiel et la pratique. Le premier étant fort éloigné de la seconde. Ajoutons que souvent, la confidentialité,
Le secret était les marques de la correspondance entre l'administration centrale et les administrations subalternes, entre la hiérarchie militaire et les officiers sur le terrain. Dès lors, notre ambition était de tenter de vérifier au quotidien, dans les faits, entre 1941 et 1943, que Vichy fut un soleil noir pour les Juifs et plus particulièrement pour ces jeunes soldats juifs en Algérie. Troisième partie. L'Algérie, terre d'affrontement de presque toutes les forces antagonistes nées sur les rivages de la Méditerranée. Afin de mieux appréhender le triste internement des soldats juifs à Bedeau, il nous a semblé bon d'abord de tracer à grands traits les contours de cette période de l'histoire algérienne. Cette période peut se subdiviser en deux mouvements. Le premier mouvement, de l'armistice et de ses accords jusqu'au débarquement anglo-américain du 8-11-1942. Le second, du 8-11-1942 jusqu'au discret rétablissement du décret Crémieux le 21 octobre 1943. Ce premier temps vit le triomphe de toutes les forces mises en branle par le régime de Vichy. Qu'il s'agisse des forces idéologiques et politiques. Au cœur des armées, parmi un très grand nombre d'officiers supérieurs et généraux, les buts étaient les mêmes. Tout ce qui n'appartenait pas à l'idéologie de la Révolution nationale devait disparaître. Tous ceux qui ne partageaient pas cette idéologie devaient quitter les rangs. De la haute administration jusqu'aux moindres employés de l'administration civile, tous se devaient d'appliquer les directives, parfois les plus abjectes et les plus futiles du régime de Vichy. Certains de ces hauts fonctionnaires zélés non contents d'appliquer les décisions de Vichy, les amplifiaient, les précédaient ou les inspiraient parfois. On l'a vu à l'école et à l'université. Au cœur du système politique et social de Vichy, triomphaient l'exclusion et la répression. Les Juifs, responsables de la défaite, se devaient d'être exclus. Il ne manqua pas de suppôt de l'exclusion au régime de Vichy. Avec ici ou là plus ou moins de virulence. Avec ici ou là des particularismes géographiques. Parmi ces suppôts de l'exclusion, Vichy pouvait compter sur l'Église, la presse quotidienne, le monde des colons, les élus politiques. Face à cet imposant faisceau de forces vichistes et de collusion, il fut difficile pour les forces de résistance de se manifester pendant cette première période. Encore plus pour les Juifs au titre d'une communauté organisée, ou à titre individuel. D'autant que la délation relayait toutes les formes de la jalousie. Cette seconde période s'ouvrait sur d'immenses espoirs de libération, de retour aux valeurs et fondements de la Troisième République que le débarquement anglo-américain était censé rétablir. La réalité fut le durcissement terrible du régime de Vichy et la lente montée des forces de libération. Les choix politiques multiples et successifs des Américains, tantôt auprès des hommes de Vichy ou des forces françaises libres ou des responsables de la France combattante, ont exacerbé les tensions dans cette Algérie déchirée, affaiblie, pillée économiquement. Dans cette Algérie, les Juifs étaient les exclus, les oubliés de l'histoire. Ou doublement au centre lorsqu'il se fut agi de l'internement des soldats juifs à Bedeau. La question des prisonniers politiques, celle du maintien des mesures antisémites l'est également, revêt une vive acuité dans les relations avec les Anglo-Américains. 1. Le triomphe de Vichy, juin 1948-novembre 1942. À antagonismes idéologiques, politiques, stratégiques. Les responsables vichistes partisans de l'armistice et de ses accords pensaient avoir évité le pire. Certains d'entre eux sont allés plus loin en menant une véritable politique de collaboration avec l'Allemagne. À l'opposé, un petit nombre de Français clamaient leur volonté de poursuivre ou de reprendre les combats contre les Allemands et les Italiens. Les partisans de la Révolution nationale n'avaient pas une haute opinion du régime démocratique. Tandis qu'à l'opposé, des Français ne reconnaissaient pas en un tel régime l'esprit de la France. Ces antagonismes étaient encore plus forts, sur le territoire algérien, lorsqu'il s'agissait de savoir le sort que chaque camp envisageait quant à l'avenir de l'Empire. Les gens de Vichy ne se préoccupaient que de son intégrité. Qu'il fallait défendre l'Empire français face à des menaces italiennes, allemandes ou britanniques. À l'opposé, les forces de résistance qui commençaient à se manifester ici ou là, surtout à l'extérieur du territoire algérien, considéraient l'Empire français, et l'Algérie en particulier, comme le lieu d'où les combats devaient reprendre.
L'engagement de l'Empire français dans la reprise des combats se devait d'être rapide. D'autant que d'après eux, l'Empire français disposait à ce moment-là de formidables réserves en hommes prêts au combat et de ressources économiques appréciables. Nous reviendrons un peu plus loin et plus en détail sur les forces de résistance. Enfin, il y eut un net antagonisme quant à l'attitude des uns et des autres vis-à-vis des Américains et des Anglais plus particulièrement. Les hommes de Vichy se méfiaient terriblement des Anglais, et ne voyaient dans leurs intentions que ce désir de s'emparer de l'Empire français. Pour les hommes de la Résistance et de la France combattante, reprendre les combats aux côtés des Anglais et avec l'aide des Anglais était de ces grandes chances qu'il ne fallait pas rejeter. Antagonisme des forces armées et de leurs chefs. Du fait naturellement de cet état de guerre, du fait complexe et confus de cet état d'armistice, les antagonismes évoqués dans le paragraphe précédent se retrouvaient renforcés lorsqu'il s'agissait des armées, de leurs buts et de leurs chefs. Et au cœur de tout cela, l'armée d'armistice, ce mauvais cadeau qu'Hitler avait fait à la France, selon le mot de l'historien américain Paxton. Cette armée d'armistice confortablement installée dans son rôle de gardienne de l'ordre public, mais suffisamment démunie pour ne pas pouvoir reprendre le combat. Cette armée d'armistice que l'on réarmerait quelque peu pour lutter contre l'envahisseur anglais, et qui lutterait aux côtés des Allemands. À l'opposé, les forces françaises libres, malgré des moyens dérisoires, ne souhaitaient qu'une seule chose: bouter les ennemis de la France hors du territoire. Plus tard, on verra l'armée d'Afrique et ses chefs s'opposer par tous les moyens à la constitution et au développement des forces françaises libres. Nous songeons ici à la belle histoire du corps franc d'Afrique ou à celle exemplaire de la 2e division blindée. Les antagonismes des chefs militaires. Autour de la personne du maréchal Pétain, au service indéfectible du maréchal Pétain, un grand nombre d'officiers généraux. Nous avons choisi de ne citer ici que ceux qui ont dessiné les sombres destins des Juifs sur le sol algérien et des soldats juifs en particulier. Le général Weygand, le général Hunziger, l'amiral Darlan, le général Bergeret, les généraux Kotz, Piquendar, Priou. À l'opposé, les grands soldats de la France libre. Le général Leclerc, les généraux Larminat, Catroux, Koenig et plus tard, le général Delattre de Tassigny. Des rassembleurs d'hommes, rassemblés autour de la personne et de la personnalité du général de Gaulle. L'antagonisme irréductible de Pétain et de Gaulle. L'antagonisme irréductible entre le général Giraud et le général de Gaulle. C'est les suppôts de l'exclusion, certains de leurs actes et de leurs comportements. 1. Quelques surenchères de la haute administration militaire et civile. Au premier rang de ces hommes de Vichy, se trouvait le ministre de la guerre, le général Hunziger. Ce fut lui qui porta la terrible accusation de défaitisme des soldats juifs dans les armées françaises. Ce fut lui qui écarta les officiers et sous-officiers juifs des armées françaises. Et pour faire bonne mesure, le général Hunziger n'hésita pas à faire parvenir cette note à la 19e région militaire, l'Algérie, au tout début de l'année 1941. Le ministre de la guerre tenait à ce que tous les officiers juifs soient exclus de l'armée, et en cas de doute quant à l'appartenance à la race juive, il proposa ceci. En présence de juifs détachés de la pratique de leur religion, des indications utiles pourront être trouvées dans l'aspect de certains noms patronymiques, dans le choix de prénoms figurant sur les actes d'état civil et dans le fait que les ascendants auraient été inhumés dans un cimetière israélite. Un autre militaire, mais cette fois avec des pouvoirs civils, l'amiral Abrial, gouverneur général de l'Algérie. Lui aussi s'attachait à développer les logiques d'exclusion. Voici ce qu'il proposait au préfet du département d'Oran, dans sa lettre du 27 février 1941. Désormais, les conseils d'administration des groupements d'achat ne devaient comporter que des membres non juifs. Le gouverneur général demandait au préfet de convoquer les commerçants juifs intéressés, d'obtenir d'eux qu'ils renoncent à leur mandat d'administrateur et de faire procéder dans les formes régulières à leur remplacement au conseil d'administration du groupement. Si par défaut les intéressés n'avaient pas demandé à être relevés de leur mandat, le préfet devait procéder d'office à leur remplacement. Le gouverneur général de l'Algérie avait donc souhaité que les Juifs participassent eux-mêmes à leur propre exclusion. On ne sait jamais, de telles lettres de démission pourraient servir plus tard.
L'administration algérienne procéda au recensement des pharmaciens juifs avant même que le décret du 26 décembre 1941 ne le demande pour les pharmaciens juifs en métropole. L'incompréhensible présidait à certaines décisions. Dans le courant de l'hiver 1941-1942, l'Algérie fut victime d'une effroyable épidémie de typhus. Eh bien, il fut interdit aux médecins juifs de soigner les malades. Pire, il leur fut interdit de soigner leurs propres coreligionnaires, concession qui avait été accordée aux médecins juifs en Allemagne. Le préfet d'Alger, par arrêté réglementant la distribution du lait, fixait les catégories suivantes et par ordre de priorité: européens, indigènes, étrangers, juifs. Les juifs arrivaient donc en dernier, sous prétexte que la plus grande partie de la production laitière est accaparée par les juifs. Dans cette Algérie qui avait exclu les juifs de la vie économique, dans cette Algérie qui ne comptait que très peu de juifs colons, ou agriculteurs ou proches des choses de la terre, comment le préfet d'Alger a-t-il pu en arriver à user d'un tel prétexte pour écarter les juifs ? Parfois, l'administration algérienne prononça des interdictions contre les juifs où la petitesse le disputait au grotesque. Un ancien combattant juif, médaillé de Verdun, perdit le droit de faire circuler ses ânes et ses petites voitures pour enfants dans les parcs publics au prétexte qu'il s'agissait là d'un service concédé. Les vendeurs juifs de billets de loterie durent cesser leur activité. Vichy assimilait leur activité à une pratique bancaire. Et comme toutes les professions bancaires étaient radicalement interdites aux juifs, ces vendeurs juifs disparurent du paysage urbain. 2. En Algérie, la mouvance de l'extrême droite et ses élus précédèrent le régime de Vichy. Il est nécessaire ici, pour mieux comprendre ces années 1939 à 1942, de faire un bref rappel. 1936, le Front populaire gagnait les élections et formait le nouveau gouvernement. Les Juifs algériens apportèrent leur soutien actif à ce nouveau gouvernement et à ses idéaux. Un Juif ne pouvait être que du côté de Blum, même si ses intérêts étaient lésés. Ce soutien ne laissa pas l'extrême droite algérienne sans réagir. Et les rues des villes algériennes devinrent rapidement le théâtre de belles empoignades, de bagarres et parfois d'échanges de coups de feu entre les deux camps. Les années 1937 à 1939 virent la montée en puissance des partis politiques d'extrême droite et de leurs groupes d'activistes. L'Oranie tout entière connut cette violence brune. Lors des élections aux conseils généraux de 1937, lors du renouvellement des délégations financières de février 1938, on assista à une percée manifeste de l'extrême droite. Ici ou là lors d'élections partielles, les candidats de l'extrême droite remportèrent des mandats de maire, de conseillers municipaux, de conseillers généraux, de députés. Ces élections leur offraient une occasion de fermer leurs anciennes blessures nées lors du Front populaire de 1936. Ces succès électoraux s'expliquaient en partie par l'activisme du PSF et du PPF. Et par l'écho que rencontraient leurs thèses ou leurs mots d'ordre parmi les populations. Dans cette mouvance de l'extrême droite en Oranie, les phalangistes espagnols occupaient une place importante. Les partis politiques de l'extrême droite n'hésitèrent pas à puiser une partie de leur inspiration sociale dans le corporatisme mussolinien. Comme ils avaient pris parti pour l'insurrection franquiste. Comme ils laissaient percer leur admiration pour l'Allemagne nazie. En 1938, certains leaders de ces partis ne réclamaient rien moins que l'abrogation du décret Crémieux. Aussi, des propos plus que tranchants formulés sur un ton passionnel se mirent à circuler dans les rues des villes et des villages de l'Oranie. Les uns encensés et les autres honnis. Espagnol, 2 fois sujet, 2 fois héroïque. Avez-vous réalisé le miracle étant français par le sang versé pour la France, étant espagnol par le cœur aux 1000 liens aujourd'hui révélés, d'aimer une terre sans oublier l'autre. Le juif, traître à la France, n'a rien à faire ici qu'il aille en Palestine. Ainsi le ton était donné ou redonné. Et selon le mot de Yves-Claude Awatt, le judaïsme algérien était entré dans la zone des tempêtes. Rien mieux que la presse quotidienne et la radio pour en mesurer la violence et la bassesse. 3. Presse quotidienne régionale et radio, amplificateur et vecteur de promotion de l'idéologie extrémiste droitière puis de celle de Vichy. Dans les rues d'Oran ou de Mostaganem, les titres de la presse d'extrême droite étaient vendus, La Libre Parole ou Gringoire. Et dans ces mêmes rues lorsque le régime de Vichy s'installa,
la propagande par l'image étalait la tête du maréchal Pétain sur les murs, dans les administrations, dans les lieux publics. La propagande agissait aussi bien à la radio, au cinéma que dans la presse. Deux quotidiens algériens à gros tirage, la Dépêche algérienne pour l'Algérois et l'Écho d'Oran pour l'Oranie, défenseurs nés de l'ordre et organes des gens bien pensants et bien pourvus, ont joué à fond le jeu de Vichy, collaboration comprise. Dans une presse peut-être plus confidentielle, la délation publique et les accusations nominales fleurissaient. Ainsi le Pionnier, dans sa livraison du 1er novembre 1940, dénonçait par exemple le commissaire de police en poste à Mostaganem, marié à une juive du pays, franc-maçon notoirement connu pour ses idées favorables au Front populaire. 30. Nous avons volontairement sélectionné nos illustrations à l'intérieur du très vaste département d'Oran, et la matière ne manquait pas, mais il est bon aussi de faire quelques incursions dans le département d'Alger par exemple. Toujours dans le Pionnier daté du 18 octobre 1940, Jean Fossati stigmatisait le projet réapparition du mythe du complot juif, ourdi au lendemain de l'armistice dans un grand hôtel d'Alger par le juif Mandel et ses complices du Massilia. Il s'agissait d'accorder à l'Algérie une large autonomie, moyennant l'installation dans ce pays de tous les émigrés juifs. Un gouvernement provisoire devait proclamer immédiatement l'indépendance de l'Algérie. Devant tant de naïveté et a fortiori avec le recul du temps, on se prend à rêver d'une autre histoire pour l'Algérie et d'une autre histoire pour le peuple juif lié à cette terre. Ce sus aux juifs n'a donc cessé d'alimenter les pages de la presse. La radio, formidable vecteur de la propagande vichiste, sut elle aussi s'emparer du sujet. Voici ce que l'on pouvait entendre sur Radio Alger, en juillet 1942. La famille née de moutons, les Juifs, reste trop voyante sur ce fond de grisaille où se dessine notre malheur collectif. On a vu au fur et à mesure de la publication des résultats des examens de fin d'année des lycées et facultés, une proportion effarante de noms trop connus pour leur origine. Faut-il rappeler que le numerus clausus, prononcé par Vichy sur proposition du recteur Hardy d'Alger, était effectif depuis la rentrée 1941. Que l'effectif des enfants juifs scolarisés ne représentait plus que 5,5% de l'effectif global. Alors, fallait-il croire que le numerus clausus fût perméable aux microbes juifs? Fallait-il croire que, malgré tout, les jeunes juifs réussissaient encore mieux dans leurs études ou fallait-il croire à la paranoïa de Radio Alger? Décidément, les organes de presse en Algérie furent par excellence la caisse de résonance et d'amplification de toutes les haines dévolues aux Juifs et venues de la rue. Il faudrait y consacrer une longue étude pour mesurer toute l'importance de la presse en Algérie à pareille époque. 4. Les bras armés de Vichy. Il s'agissait particulièrement de la Légion française des combattants, créée le 23 août 1940, et du service d'ordre légionnaire, le SOL, créé le 12 juin 1942. Le premier acte fut celui de l'exclusion. La Légion française des combattants en Algérie devança en ce cas la Légion de métropole. Elle refusa d'accueillir les anciens combattants juifs. Non contente de cette exclusion, la Légion française des combattants, par les truchements de la presse du PPF, de la presse conservatrice et de la radio, agonie d'injures les juifs et multiplia les excitations antisémites. À la lecture des faits que nous avons rapportés jusque-là, l'Oranie semblait avoir de sérieuses dispositions pour être à la pointe du combat anti-juif. Le SOL était une sorte de bras armé de la Légion française des combattants, et une milice à la solde de l'extrême droite. Le SOL connut un succès sans précédent à Oran. À leur tête, Darnan nomma des hommes dont la réputation était d'être des durs. Ce fut le cas de cet inspecteur provincial du SOL. Ce représentant de commerce natif de Mostaganem était jugé par les renseignements généraux comme un homme de moralité douteuse, connu pour son engagement dans les mouvements anti-juifs de l'entre-deux-guerres, proche du PPF et soupçonné d'entretenir des relations suivies avec les commissions d'armistice allemandes. Le 14 août 1942, lors d'une conférence tenue au cinéma Casino d'Oran, il exposa devant 1 millier de membres du SOL les objectifs du mouvement après avoir préconisé la collaboration totale avec l'Allemagne et rendu hommage aux volontaires partis combattre sur le front de l'Est. Il conclut par un vibrant appel. Il y a encore tout à faire en France où c'est toujours le bordel.
Il y a trop de swing, de zazou, de juifs et même de Français qui n'ont rien compris aux grandes raisons qui militent en faveur du redressement du pays. Le moment est venu de leur casser la gueule. Dans les jours qui suivirent, les Juifs firent les frais de ces appels à passer à l'acte. La chasse aux Juifs était ouverte. Que ce fût aux terrasses des cafés du boulevard Loubet à Oran ou sur les plages d'Ain el-Turk, proche d'Oran. Là, après avoir molesté un certain nombre d'estivants, ils leur demandèrent de se déculotter pour prouver qu'ils n'étaient pas juifs. À Blida, dans le sud d'Alger, les membres de la Légion française des combattants réclamaient au maréchal Pétain que les Juifs d'Algérie soient astreints au port de l'Étoile jaune, déjà obligatoire en zone occupée. Ils réclamaient aussi l'interdiction pour les Juifs de paraître dans les rues les jours fériés et les dimanches. 37. Durant cet été 1942, tout semblait concourir pour que les rues soient exemptes de Juifs. 5. L'Église catholique d'Algérie. L'Église catholique s'était rangée aux côtés du maréchal Pétain et défendait avec âpreté l'idéologie de la Révolution nationale. À Oran, Mostaganem et Sidi Bel Abbès, tout proche de Bedeau, les portraits du maréchal étaient affichés jusque dans l'entrée des églises. À la différence de certains prélats de métropole qui s'élevèrent contre Vichy, les prélats algériens... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.